Donc bonsoir, Ronan Lancelot, c'est moi, Arnaud, Julien, Stéphane. Bonsoir. Teste le micro comme ça. 1, 2, 1, 2. 1, 2, c'est bon. Donc on vient de voir les couvertures des livres, mais effectivement, je vais peut-être rentrer un tout petit peu plus dans les présentations de chacun pour savoir pourquoi vous êtes là ce soir. Donc il faut présenter d'abord Arnaud, parce qu'il est plus proche, et puis en ordre alphabétique, ça tombe bien. Arnaud, tu es multicarte, puisque tu es à la fois scénariste, mais pas que. Tu es aussi romancier, tu fais aussi de la musique, tu t'occupes d'un festival, notamment à Brest, qui va avoir lieu dans pas longtemps. Et puis, tu as commis avec Stéphane donc ce livre qui est ici, le Lino Ventura. Et c'est pour ça que voilà, tu es là ce soir en cette qualité. Et le voici derrière nous. Stéphane, donc du coup j'enchaîne, même si pour le coup je ne respecte pas l'ordre alphabétique, puisque tu as collaboré avec Arnaud. Stéphane est illustrateur et auteur de bande dessinée, essentiellement, mais tu as aussi été rédacteur en chef adjoint de Capsule Cosmique, par exemple. Et puis tu travailles pour énormément de supports presse. Et qu'est-ce que je dis d'autre ? Tu vas participer au Grand Paris et dessiner une station, les décors d'une station de métro. Et puis tu viens d'être nommé, je ne sais pas si ça se dit comme ça, chevalier des ordres et des lettres. Donc c'est un peu la consécration, la gloire. Et j'en arrive à Julien qui du coup est là pour Cinéfis, mais pas que. Et Julien, pour dresser un tout petit peu le parcours, mais en faisant très vite, histoire de rentrer dans le sujet, l'école Estienne, la maison d'édition de ton nom, et puis depuis assez peu, en fait, tout à coup, le dessin et la publication donc, de ce livre qui n'est pas une bande dessinée à proprement parler. Le voici, oui, on le voit, on a le retour, pardon. Cinéfis, dont on va pouvoir parler. Mais avant ça, il y en avait un autre que tu peux montrer ici, voilà, exactement, qui s'appelle Tommy Boy et qui est également paru dans ta maison d'édition et qui était déjà un livre dessiné et beaucoup plus narratif même que Cinéfis, puisque là, pour le coup, il y a une histoire. C'est un western, exactement. Alors, je ne sais pas par où commencer, mais ce qu'on va faire de toute façon pour vous prévenir un peu de la manière dont ça va se dérouler, il faudra que j'ai un petit peu l'œil sur le chrono, c'est qu'on va vous montrer à la fois des choses à l'écran qui sont soit des dessins de Julien, des illustrations, enfin, justement on peut discuter de ça, Julien, illustration, dessin, et puis soit des planches issues de Lino Ventura. L'idée c'est de réagir là-dessus, mais aussi d'inviter Julien et Stéphane à réaliser en direct des dessins, parce qu'il n'y a rien de plus magique que de voir un dessin se former. Et tout ça dans l'idée de parler évidemment du rapport entre bande dessinée et cinéma, dans ce cadre de acteurs, actrices et avatars. Donc voilà, on commence de quelle manière ? On peut commencer de manière très très large en rappelant que les liens entre la bande dessinée et le cinéma existent depuis toujours en fait, depuis la création du cinéma comme de la bande dessinée, que les deux arts se regardent, que les deux arts empruntent l'un à l'autre, et qu'il y a cette grande différence ou pas de l'art séquentiel de la bande dessinée qu'on ne retrouve pas de la même manière dans le cinéma. Dans les exemples d'emprunt, pour faire encore une fois un résumé très très court, on peut citer Winsor McCay qui réalise pour les journaux Little Nemo in Slumberland, et donc ce sont des grandes pages de bande dessinée, et à côté de ça qui fait de l'animation et qui met en scène ses projections en faisant un spectacle. Mais on peut citer de manière beaucoup plus proche les empreintes Star Wars à la bande dessinée. On peut citer énormément de choses en fait dans les deux sens. Et puis ensuite, comment les imaginaires du cinéma nourrissent à leur tour la bande dessinée. Spielberg aussi, tu sais. Bien sûr, oui. Donc on rentre dedans. Est-ce qu'on pourrait commencer ? Alors, on va commencer par Lino Ventura parce qu'il y a une première image qui n'est pas la première image, qui est l'image 3, s'il vous plaît, qui est l'image de justement cette image-là. On commence par quoi ? On commence par Arnaud ? Arnaud, qu'est-ce que t'en dis ? Qu'est-ce que je peux dire de cette image ? C'est une page de l'album. C'est la première planche de... Ouais, c'est la première image de la BD. C'est la première, oui. En fait, en me renseignant sur Ventura pour écrire le scénario de la bande dessinée, j'ai trouvé cette phrase qui m'a fait rire, évidemment,
puisqu'on s'apprêtait quand même à commettre une bande dessinée sur Lino Ventura avec Stéphane, et je tombe sur cette citation. On vous dit que C'est une citation. Hein. c'est une citation, hein. C'est pas nous qui l'avons inventée. Hein. Personnellement, le côté bande dessinée, c'est pas pour moi. Puis en plus, on a gardé la syntaxe, quoi. Désolé, mais personnellement. C'est cette espèce de manière de parler. C'est important que quand on met en scène Ventura, on entende sa voix, quoi. Donc il a une manière de parler, il a une syntaxe particulière. Et donc là, il nous dit que la BD, c'est pas trop la peine, quoi. Et on n'a pas du tout envie de le contredire. C'est pas quelqu'un qu'on a envie de contredire, d'ailleurs, d'une manière générale. Et bon, ça pose tout le personnage, quoi. Et puis c'est une manière aussi de botter un peu en touche pour démarrer en disant que de toute façon, on va se retrouver face à un défi, quoi, un peu. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie, il veut pas, et quand il veut pas, il veut pas, quoi. Voilà. En général. Et toi, Stéphane, pour commencer l'album, c'est la première page, il faut avoir sa gueule tout de suite, quoi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pas le premier dessin que j'ai fait, hein, parce que j'ai dû un peu me chauffer quand même avant de me lancer dans la réalisation des planches. Et j'y suis pas arrivé tout de suite à cette image, parce qu'elle était assez complexe. C'est un gros plan. Ça demandait. Je vais jamais le dessiner avec autant de détails par la suite, finalement. Par la suite, ça va devenir une silhouette et réellement un personnage de bande dessinée, parce que c'était un peu ça la blague, c'est qu'on démarre comme ça et finalement on le transforme en personnage de bande dessinée. Et graphiquement, il fallait le transformer en personnage de bande dessinée, c'est-à-dire en faire une synthèse, ce que je ne fais pas sur ce premier dessin. Finalement, ce sera quasiment avec peut-être la couverture aussi, où il y a ce registre-là, enfin ce niveau de ressemblance et de réalisme. Mais pour les pages suivantes, je vais très largement simplifier le trait. Alors, ce qui est marrant, c'est que la bande dessinée, ce n'est pas pour moi, mais en fait, il a fait l'objet de. Oui, je suis tombé dessus par hasard. Regardez l'image suivante, s'il vous plaît. C'est la 5, du coup. Non, la 4, pardon. Ouais. Voilà. Bah, vas-y, Stéphane, c'est toi qui l'as trouvé, raconte. Oui, bah oui. Bon, forcément, j'ai passé énormément de temps sur Internet à faire toutes sortes de recherches sur lui, essayer de retrouver des sources iconographiques un peu inattendues. Là, je suis tombé sur cette revue. Malheureusement, je ne l'ai jamais eu entre les mains. Hein. Je ne sais même pas si finalement il a un rôle important dans cette bande dessinée ou si c'est simplement une figure en couverture. En fait, j'en sais pas beaucoup, mais ça m'a évidemment amusé parce que on voit qu'en fait c'est un physique de bande dessinée, Lino Ventura. C'est ce qui nous a facilité la tâche aussi, c'est qu'il a quelque chose qui fonctionne très graphiquement. Il a une silhouette, il y a un truc très iconique comme ça qui va faire que assez vite il fonctionne, son charisme est aussi intéressant en bande dessinée qu'au cinéma. Et là, ce qui était pas mal aussi pour moi de trouver ce dessin, c'est que ça m'a aussi aidé à le synthétiser, parce que là, je me suis dit, ah ouais, je suis assez admiratif finalement de ce dessin, je le trouve assez convaincant, assez réussi. Donc je me suis un petit peu aidé. Alors, si on passe à l'image suivante, s'il vous plaît, on va arriver sur une image justement de Julien Bon. Alors, Julien, le Duke. Il faut capter un truc, c'est ça? C'est un peu la même génération d'acteurs. Je ne connais pas la date de naissance de Lino, mais oui, ça nous ramène un peu à la première moitié 20e. Donc, John Wayne, moi j'ai passé le parmi John Wayne assez récemment. Quand j'étais enfant, j'étais plutôt Clint Eastwood, les westerns italiens, ça passait tout le temps à la télé. Et là, depuis quelques années, je suis vraiment rentré dans les westerns classiques, donc toute la période américaine, 30, 50. Et John Wayne, donc lui, il va accompagner vraiment toute l'histoire du genre, enfin toute la deuxième moitié, parce que pour faire le savant, le western, vous avez le muet avec les tout premiers héros qui ont bercé l'enfance de John Wayne. Et ensuite, à partir des années 30, il y a un regain, un nouveau départ avec le parlant, La Chevauchée fantastique de John Ford, qui est vraiment un très beau western où John Wayne va devenir une star. Et ensuite, il va accompagner tout le cinéma de John Ford jusqu'ici dans La Prisonnière du désert, qui est un film formidable où il va jouer un personnage, un anti-héros. C'est un peu le début dans le cinéma américain, vraiment des figures complexes de personnages qui peuvent être cruels, détestables, tout en étant les têtes d'affiche. Et ce qui est intéressant avec ce personnage de John Wayne que j'ai dessiné dans La Prisonnière du désert, c'est son ambivalence
et il reflète un peu tous les visages d'une Amérique qui est elle-même ambivalente et pleine de facettes et de complexité. Alors justement, quand tu le croques, tu cherches une ressemblance, tu cherches à... Alors j'ai commencé à dessiner à partir du Covid, à partir du confinement. C'est-à-dire que j'étais vraiment en cinéphilie hardcore toutes les journées du confinement, plusieurs films par jour. Et le lendemain, comme il y avait au début l'école à la maison, pendant que mes fils travaillaient tant bien que mal, moi aussi sur la table, je dessinais, je commençais à dessiner des plans qui m'avaient vraiment marqué, des films que j'avais vus la veille. Et puis ça me faisait vraiment du bien aussi. Et parce que quand on dessine, il y a un plaisir de s'approprier les choses, les décors, les objets, les acteurs, de les manipuler, de les voir apparaître petit à petit sur le papier. Et donc j'ai appris à dessiner au fur et à mesure en redessinant les plans de films. Arnaud, quand on plonge dans une biographie, comme celle de Lino Ventura, qui n'est pas une biographie en fait, comment justement on cherche de la doc, comment on choisit ce qu'on va raconter, ce qu'on ne va pas raconter, comment ça peut rentrer dans un format bande dessinée alors qu'on va parler justement d'une carrière d'un acteur et de films? Ce qui est bien, c'est qu'on avait toute liberté pour aborder le sujet avec l'éditeur en question. C'est-à-dire que l'idée, c'était de raconter l'histoire de Ventura, donc de raconter qui c'est, mais de la manière qui nous semblerait la plus juste. Donc comment on fait? On lit beaucoup de choses, on lit tout ce qu'on peut lire, toutes les biographies qu'on peut trouver, on regarde tous les films qu'on peut trouver. Je ne les ai pas tous vus, mais pour être franc, mais j'en ai vu quand même un paquet. Et puis après, on se pose la question, qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Parce que finalement, si on raconte des choses qu'on n'a pas envie de raconter, ça va être chiant. Et comme on n'est pas obligé d'être exhaustif, on tranche sans faire de sentiments. Donc avec Stéphane, on a choisi aussi d'axer pas mal sur un film de Ventura, qui n'est pas son film le plus connu, qui s'appelle Un papillon sur l'épaule. Parce que c'est un film qui nous plaisait beaucoup et qui nous stimulait tous les deux. Et tous les deux, ni l'un ni l'autre, on était des fans de Ventura au départ. Donc ça aide aussi, parce que si vous êtes fan, vous êtes dans la révérence tout le temps, dans l'adoration du maître. Si vous n'êtes pas fan, ça peut aussi être une manière de rentrer dedans et de ne pas faire de sentiments et de chercher justement qu'est-ce qui va former une forme de cohérence et pouvoir raconter quelque chose et essayer de répondre modestement à la question qui est Lino Ventura, parce que c'est un personnage quand même relativement énigmatique finalement. Alors évidemment, on apporte une réponse qui vaut ce qu'elle vaut, et qui ne peut pas résumer tout le personnage, mais on choisit un axe. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, mais Julien, je te laisse rebondir là-dessus ou pas? Ou Stéphane ou Julien? Peut-être Julien, parce que Julien, moi j'ai l'impression que tu dessines les acteurs, mais tu dessines les personnages en fait. C'est pas vraiment les acteurs que tu dessines, ou les actrices. Alors, c'est vrai que je ne vais pas du tout composer une page quand je fais de la narration comme une bande dessinée où on va travailler le plan, la perspective, la construction, un peu le premier plan, un peu comme quelque part un plan de cinéma. Moi, je vais travailler un petit peu avec des souvenirs écrans, c'est-à-dire que donc, j'ai une histoire, je l'écris et j'essaye dans ma mémoire. Il paraît que c'est pas pour faire une comparaison pompeuse, mais Tarantino, il paraît qu'il bosse comme ça, qu'il a une mémoire cinéphilique intense et qu'il construit ses films à partir aussi de souvenirs de cinéphiles. C'est pour ça que son style a toujours un côté, quand on veut le critiquer, quand on l'aime pas, on se dit « Ah, c'est une sorte de playlist, de medley, de ceci, de cela ». Bon, moi, je vois très bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire, pour construire ma narration, je pars de souvenirs, de films, de plans, de séquences qui vont me servir, après, en faisant des photomontages, à construire ma narration plan par plan, découpage par découpage. Et des fois, je vais mélanger plusieurs plans ensemble. Et donc, en dessinant, parce que je continue, comme dans Cinéfils, de dessiner toute la semaine des plans de cinéma. Mais quand je fais de la narration, je mélange cette technique, je fais des images avec différents plans. Je vais prendre un plan, je sais pas, si j'ai besoin d'un type bien voûté, je vais prendre Nick Nolte et puis je vais le mettre dans une autre situation. Et après, en dessinant, c'est ça qui est intéressant. C'est un peu comme le billard, c'est-à-dire que j'arrive sur autre chose. Petit à petit, le dessin, il dérive et c'est jamais tout à fait le truc de départ, le plan de départ.
Est-ce que tous les deux vous avez envie de dessiner là ou pas? On va commencer. Il faut vraiment y aller. Bah oui. Pas obligé, hein, Stéphane. Si finalement. Ouais, bon. Mais je vous invite, si, Okay, si ouais, vous le voulez, à continuer De la toute façon, on peut conversation là. continuer. Oui, on peut discuter en même temps. Et puis continuer à discuter en même temps. Ouais. Vous avez des micros. Parce Ça marche. que, de toute façon, oui, je vous invite à y aller. Mais en même temps, Stéphane, je te pose une question, comme ça complique les choses. Parce que cette construction, justement, à partir d'images, de réminiscences d'images, j'imagine que pour Ventura, c'est ce que disait Arnaud. C'est-à-dire que tu as vu des films, tu as construit... il a bien fallu que tu construises tes planches en t'appuyant sur quelque chose. Ça fonctionne là, ouais. Non, mais Bon, on va je passer me- justement à l'image suivante, s'il vous plaît. Le catch. J'avais de toute façon le L'image découpage d'Arnaud, c'est-à-dire que son scénario, il était déjà découpé, case par case, et assez précis dans la description des actions. Donc, pour moi, j'avais déjà cette structure. Ensuite, moi, il me restait à effectivement récolter de la documentation et puis surtout travailler sur la mise en scène et les postures. Parce qu'en fait, là, l'enjeu, c'était de faire se poser la question du jeu de Lino Ventura. Qu'est-ce qui caractérise le jeu de Lino Ventura? Alors, il y avait à la fois la retranscription de sa syntaxe, ce qu'on retrouve, ce qu'Arnaud a réussi à faire, mais moi, mon souci, c'était comment je le fais jouer. Et s'intéresser au jeu de Lino Ventura, là, pour le coup, j'en ai vu pas mal aussi, des films. C'est très déroutant parce qu'on se rend compte qu'il ne joue pas, ce type-là. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit un grand acteur. Et que c'est ça qui est assez troublant, c'est vraiment ce qu'on peut projeter sur lui. C'est quelqu'un qui a un jeu extrêmement minimal et finalement c'est assez rare d'arriver à ce qu'il est parvenu, c'est-à-dire ce niveau de notoriété, l'affection que les Français ont pu lui porter, alors qu'en fait dans son jeu, je ne veux pas dire qu'il n'est pas généreux, mais en tout cas il ne donne pas grand-chose. C'est simplement, voilà, il est au service d'un scénario, ça c'est certain. Il sort le texte, bon, tout à fait correctement, mais il bouge pas beaucoup. Il y a quelques scènes d'action, évidemment, sur les scènes de bagarre où là, on sait que, ok, il est dans son élément. Et puis j'en profite, donc, puisqu'on sait qu'avant d'être acteur, c'était un lutteur, puis un catcheur, parmi les premiers à avoir introduit le catch en France. Bon, sur ces scènes-là d'action, vraiment où il va à la bagarre. Il est dans son élément, mais le reste du temps, il est tout à fait déroutant. On ne sait pas toujours comment faire. Enfin, il sait pas toujours quoi faire de son corps. Enfin, et puis au niveau du visage, il est extrêmement impassible. Donc, c'était très curieux pour moi de rentrer là-dedans, de me poser la question de comment j'allais transmettre ça. Et en même temps, ça me permettait de m'interroger sur ce que c'est que, de toute façon, le personnage en bande dessinée. Comment on arrive à transmettre une émotion à travers un personnage. Et je trouve qu'il apporte des réponses qui conviennent bien à la bande dessinée. C'est-à-dire en étant justement cette silhouette, quelque chose qui exprime peu, mais sur lesquels on peut énormément projeter. Et voilà, donc mon travail, ça a été ça. Et c'était même la question du regard, puisque c'est quand même l'œil de verre, hein, on s'interroge sur cette question-là aussi du regard de Lino Ventura. Le regard de Lino Ventura, honnêtement, c'est très difficile, en fait, de déchiffrer quoi que ce soit. Enfin voilà, j'ai déjà beaucoup. Je laisse. Ouais. Arnaud, quand tu écris le scénario, tu as ça en tête aussi dès le départ? Bah oui, puisque en fait, quand l'idée de faire une BD sur Ventura a commencé, la première porte d'entrée, ça a été la lutte gréco-romaine et le catch. Parce que moi, jusque-là, je ne voyais pas trop comment parler de Lino Ventura. Je commençais à me renseigner. Et quand j'ai vu qu'il avait ce passé, là, ça a fait tilt. Je me suis dit, c'est une porte d'entrée. Et l'autre porte d'entrée, après, c'est cette fameuse expression qu'il utilisait pour désigner la caméra, qu'il appelait l'œil de verre. C'est-à-dire qu'il passe son temps, finalement, à regarder cette caméra, lui-même, en faisant le moins possible, souvent. En étant le moins expressif possible et en regardant. Il y a dans tous les films de Ventura ces moments où il nous regarde en fait avec un regard où on ne sait pas trop ce qu'il pense de nous, mais il y a une espèce de mystère, de rapport étrange, réflexif, en miroir avec l'œil de verre de la caméra, comme s'il cherchait, je sais pas, une réponse qu'il ne peut pas trouver évidemment puisque c'est un œil de verre.
Donc ça, c'était une tension en fait narrative, puisque toute l'histoire, c'est le fond du sujet de notre BD. En fait, on parle de ça surtout. Pourquoi est-ce qu'il cherchait un regard? Pourquoi est-ce qu'il cherchait un reflet? Qu'est-ce qu'il cherchait exactement? Et ça posait la question de comment est-ce que Stéphane allait pouvoir attraper le personnage et l'incarner, ce qu'il a fait avec brio. Si je puis me permettre de te balancer un petit compliment comme ça d'entrée de jeu. Parce que non seulement il l'a attrapé en tant que silhouette, mais il a aussi réussi à restituer, ce qui est quand même un tour de force, cette espèce de mélange d'inexpressivité et d'ultra-expressivité qu'il y a chez Ventura, sans pour autant rentrer dans des gros plans de l'œil ou quoi que ce soit, mais le regard de Ventura, il est là. Même quand le personnage est dessiné de loin, je trouve que tu l'as attrapé. Il fallait attraper ça et la syntaxe, quoi, pour réussir à le reproduire et sans être dans quelque chose de trop illustratif. Donc voilà, donc on a cette planche là, c'est la scène du catch où on voit Ventura en train de se battre avec son adversaire. Et il y a de la fumée partout puisqu'il a commencé sa carrière de fumeur aussi en même temps que celle c'était une mauvaise idée puisque ça a sans doute abrégé sa vie, mais il a commencé à fumer sur le ring. Voilà. Ce qui est très bien rappelé dans le texte, hein, de toute façon. Oui, catcheur et fumeur, ça commence comme ça. On va passer à l'image suivante, s'il vous plaît. On revient du coup à Julien, qui a commencé lui aussi à dessiner. Et Julien, on passe à l'image suivante. Et l'image suivante, c'est une de tes images. Et on est toujours sur John Ford. Normalement, si ça monte à l'écran. Mais ouais, bah voilà. Hop. Excusez-nous pour la qualité des images, il y a un petit souci de définition parce qu'on coupe l'écran en deux. Alors on parlait tout à l'heure de John Ford. Et alors John Ford, pour peut-être le resituer un petit peu sans faire un cours dessus, mais c'est vraiment un pionnier du cinéma américain. Il fait vraiment partie d'une génération qui a accompagné toutes les étapes technologiques et artistiques du cinéma. Et donc c'est un cinéma, moi, qui me touche particulièrement parce que je trouve que c'est un cinéma sur l'Amérique, un cinéma sur la société moderne dans son ensemble. Et c'est un cinéaste qui est obsédé par l'identité américaine, pas l'identité d'un point de vue nationaliste. Au contraire, quand on regarde Les raisins de la colère ou quand on regarde La chevauchée fantastique, La chevauchée fantastique, c'est par exemple une adaptation dérivée de Boule de Suif de Maupassant. Et donc dans ce western, vous avez un précipité très, comment dire, comme du Zola ou du Balzac, de toute la société américaine. Il y a un banquier d'ailleurs qui vient de voler le contenu de sa banque, un banquier qui va dire au début du film que ce qu'il faudrait à l'Amérique, c'est un homme d'affaires comme président, un homme qui connaît le business, qui sait comment on gère un pays. Et on a également un joueur de cartes, un ancien sudiste, donc c'est après la guerre de sécession. On a un bandit joué par John Wayne. On a également une prostituée et une fille de la bonne société enceinte. Et puis après, on a le côté prolétarien, on a les cochers et le shérif qui escortent le prisonnier. Et donc, John Ford, dans ce film, il va présenter dans un précipité très ténu toute l'Amérique, mais en plus, non seulement l'Amérique de 1866-67, mais en plus une Amérique qui résonne complètement avec son Amérique à lui, et même encore l'Amérique d'aujourd'hui. Et ce qui est très fort aussi chez John Ford, c'est qu'on retrouve souvent les mêmes acteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort aussi, c'est que c'est des acteurs qui traversent son cinéma, mais qui traversent aussi le cinéma tout court, et qui vont qui vont vieillir avec ces films. Et on peut retrouver ça, je reparlais de Tarantino, parce que c'est un exemple assez pédagogique, mais chez Tarantino, il y a aussi cet amour des acteurs et des actrices, avec des comédiens qui suivent, voilà, tout comme Samuel L. Jackson, qui vont suivre toute son œuvre. Et chez Scorsese, en ce moment, on est dans une période DiCaprio, à un moment donné, c'était De Niro, et là, au cinéma, on a les deux générations dans son dernier film. Et donc, c'est intéressant parce que, si vous voulez, vous avez quelque chose de véritablement de méta dans le cinéma de John Ford, où on change de film, on change de scénario, mais en réalité, on est toujours dans une œuvre qui se suit, et chaque film est toujours un petit peu dans la continuité du précédent. Et par exemple, il faut regarder La chevauchée fantastique, et un petit peu plus tard, L'homme qui tua Liberty Valance, où là, le personnage de John Wayne et l'acteur John Wayne, c'est plus le même homme.
et même John Ford, tout le monde a évolué, et parce que dans ce film, John Ford est dans une période encore très positive, on est avant la Seconde Guerre mondiale, c'est encore quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'espoir pour l'Amérique, et quand on va le retrouver après la Seconde Guerre mondiale, notamment dans La Prisonnière du désert, il est beaucoup plus amer, beaucoup plus sombre, beaucoup plus dur, mais pas que par rapport à ce qui se passe historiquement dans le monde et dans l'Amérique, mais aussi dans le cinéma, dans l'histoire du cinéma, où les rapports avec les producteurs, avec le public, deviennent plus durs. Parce qu'il certes, il va connaître la gloire sur ce film, qui va être un grand succès critique et commercial, mais par la suite, il sera régulièrement déconsidéré à la fois par la critique, parce qu'il fait des westerns, c'est un genre, c'est un peu comme faire un Marvel à l'époque. Faire un western, c'est comme faire un Marvel aujourd'hui, c'est difficile d'être anobli pour ça. Et il sera déconsidéré très, très souvent pour ses films, et il n'aura pas toujours non plus des succès commerciaux. Donc c'est aussi très intéressant de voir ça, que des fois, ce qui traverse le temps, c'est pas toujours le top 10 des entrées en salle ou même des livres qui se vendent le plus. Et lui, c'est quelqu'un qui sera beaucoup défendu par des générations de cinéphiles qui, des fois, l'ont même pas connu. Et voilà, il y avait les cahiers positifs qui ont beaucoup défendu son travail. Et si tu choisis cette image-là et pas une autre, c'est pour tout ce que tu viens de nous expliquer, ou c'est parce que dans cette image, il y avait le challenge de dessin de dessiner plusieurs personnages en même temps, parce que pour moi en tout cas, c'est très difficile. Donc des fois dans la motivation d'un dessin, il y a quelque chose d'affectif. C'est-à-dire que ça fait plaisir de s'approprier tel et tel personnage, homme, femme, et aussi un challenge, c'est-à-dire par exemple faire une scène avec plein de personnages qui sont effectivement comme Ventura très typés. Par exemple, là, on a Carradine qui joue le joueur de cartes, qui est le père de John Carradine qui jouait dans Kung Fu, ou David Carradine qui jouait dans Kung Fu et dans Kill Bill, mais également de Kiss Carradine, qui est un chanteur et un acteur qui a beaucoup tourné avec Altman, qui a tourné récemment, vous l'avez sans doute vu, dans la série télé Dexter, où il joue un enquêteur du FBI. Donc ça, c'est la famille Carradine. Et il y a le senior qui est là dans les films de John Ford. Il sera dans Les raisins de la colère. Et voilà. Et donc, c'est un challenge de réussir un petit peu à rassembler tout le monde sur le dessin et à ce qu'on les sente bien. C'est un film vraiment fantastique, Stagecoach, on va dire comme ça, je ne fais pas la répétition. C'est un très très beau film. Si je reviens à l'image suivante, et on revient à Lino, Lino, il n'est pas tout seul dans sa génération, il n'est pas tout seul évidemment dans son parcours professionnel, et il y a la rencontre avec Gabin, qui est la rencontre, mais qui n'est pas la rencontre. Là, on a deux figures incroyables du cinéma. Qu'est-ce que ça raconte ? En fait, Ventura n'est pas destiné à devenir acteur. C'est pas du tout son... Enfin, officiellement, en tout cas, quoi. En fait, en secret, si, mais... il ne l'a pas prémédité, et puis un jour, une opportunité se présente. Il rencontre un producteur qui lui offre une somme d'argent pour tourner dans un film. Et il accepte uniquement parce qu'il y a Gabin qui joue dans le film, et il adore Gabin. Et pour lui, c'est presque quasiment une image du père. Donc il a envie de côtoyer Gabin. Et donc on lui offre une somme d'argent, et puis comme il est assez joueur, il dit « je veux 1 million ». Et le gars lui dit 1 million, mais non, c'est beaucoup trop. Il donne des exemples de ce qui se fait dans le métier. Il dit, je veux 1 million, sinon j'ai un métier, je suis organisateur de matchs de catch, au revoir monsieur. Et donc le type le rattrape dans le couloir, lui dit, bon d'accord pour le million. Et quand il rencontre sur le tournage pour la première fois Gabin, il veut aller voir Gabin, on lui dit, non, on ne peut pas déranger monsieur Gabin comme ça. Enfin, en gros, vous n'êtes qu'un acteur de 2e ordre, vous n'allez pas déranger Gabin. Il insiste, il y va, et il se retrouve face à Gabin qui lui dit, ah, c'est vous le million. Et du coup, ça crée un lien tout de suite, quoi. Un peu comme des gars qui, tout d'un coup, se reconnaissent comme ayant une sorte un certain nombre de points communs, quoi. Et ça va être un peu son mentor, c'est lui qui va le... c'est quelqu'un, Ventura, qui fonctionne beaucoup dans l'identification à des modèles masculins.
parce qu'ils cherchent sans cesse ce type de modèle, quoi, pour se conformer à, voilà. Donc Gabin va être l'archétype de Ventura, quoi, son modèle. Et Gabin, il a été aussi énormément caricaturé, croqué. Oui. On n'a pas du tout évoqué les affiches de films qui pendant très longtemps étaient aussi dessinées, hein. Mais Stéphane, du coup, choper la tête de Gabin, ça n'a rien à voir avec choper la tête de Lino Ventura? Non, mais c'est vrai que j'avoue que c'était l'aspect de cet album qui m'effrayait, c'est que je savais qu'il y aurait toute une galerie de personnages à représenter, et qui sont des personnages qui sont extrêmement connus, et qu'il y aurait évidemment cette grille d'évaluation de mon travail qui est: est-ce que j'ai réussi à représenter de façon reconnaissable? Alors Gabin, Mitchum, Moreau, pardon, j'ai un trou. Comment? Jeanne Moreau, voilà, Jeanne Moreau, Brigitte Bardot, etc. Enfin, c'était, quand j'ai lu le scénario, je voyais la liste un petit peu de toutes ces figures, et je me disais, ça va être un cauchemar. Parce que je sais très bien, moi, comme lecteur, quand je vois une caricature, si je trouve qu'elle n'est pas réussie, si c'est pas ressemblant, je quitte le récit. Donc c'était un gros enjeu. Dans cette affaire, c'est pas tant Gabin, parce que Gabin, c'est pareil, il a quand même un physique assez facile à comprendre. Là, on l'a pas mis, mais la scène de Mitchum, j'en ai vraiment chié. Parce que c'est Mitchum âgé, et il fallait qu'on sente qu'il était âgé. En plus, c'est Mitchum ivre, mais de plus en plus ivre. Il fallait aussi que ça se voit à l'image. Et puis, c'est un acteur que j'adore, et je voulais pas le rater. Et bon, voilà, c'est énormément... autant... sur les paysages, la mise en scène, etc., ça m'est venu assez facilement. Autant sur juste des expressions de visage concernant ces figures très connues, je pouvais vraiment refaire. C'était un peu le... Voilà. Et d'ailleurs, je me retrouve confronté à ça à nouveau là ce soir. Et d'ailleurs, j'appréhendais un peu. Là, je ne vous dis pas tout à fait encore qui je suis censé représenter, mais pour le moment, on en est très loin. Merci. On va passer à l'image suivante, puisque de toute façon, on a évoqué Bardot. Stéphane évoquait Bardot, donc ça tombe bien. Et c'est au tour de Julien, dont on voit aussi l'image se dessiner du coup. Je suis en train de dessiner Pascal Augier dans Les Nuits de la pleine lune de Éric Rohmer. On entend des hauts dans la salle. Oh, oh mais pas des hauts. Pas que les cow-boys. John Ford, j'ai des goûts très éclectiques, et j'adore aussi le cinéma français, donc Lino Ventura, mais aussi Alors, ce qui est marrant dans ce que tu disais sur le besoin de Ventura d'avoir des modèles, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez John Wayne, souvent chez des hommes qui peuvent incarner comme ça un peu le parangon de la virilité. En fait, on a souvent des hommes qui eux-mêmes se questionnent beaucoup là-dessus et qui ont besoin. Gabin, ça a été, c'est sûr, une référence pour Delon, pour plein d'acteurs. Il a été une figure tutélaire. Et dans le western, John Wayne, il a incarné ça, mais quand il était jeune, lui, justement, il s'est beaucoup inspiré de John Ford lui-même. Il faut savoir que John Wayne, comme beaucoup de comédiens, il a eu une enfance assez triste. C'est quelqu'un donc qui est voilà, avec un père très alcoolique, violent, un peu loser, qui n'arrête pas de changer de boulot, qui n'arrête pas de changer de ville, complètement abandonné par sa mère. Et Duke, pourquoi on l'appelait Duke? Parce qu'en fait, son vrai nom, c'est pas John Wayne, c'est Marion Morrison. Et Marion Morrison, on se moquait de lui à l'école parce qu'il s'appelait Marion. Et ensuite, c'est pas super pour le cinéma. Donc la légende, c'est que Raoul Walsh, sur le tournage de son premier film à John Wayne, la piste des géants, The Big Trail en anglais, qui est un des premiers films parlants tournés, alors je sais plus en combien de millimètres, mais c'est le max du max. Et il va l'appeler, paraît-il, John Wayne. Alors ça serait un héros de la guerre de sécession, évidemment. Et John Wayne, si on l'appelle comme ça dans la rue, John, il n'entend pas, c'est pas son nom. Donc lui, depuis l'enfance, il avait pris le nom du chien, comme dans Indiana Jones, il s'appelait Duke.
C'était son nom et tout le monde l'appelait Duke, personne l'appelait Marion et personne l'appelait John non plus. Et lui, sa figure tutélaire, ce qu'il avait tout le temps besoin aussi d'un père de substitution, c'était John Ford lui-même. Et il paraît que cette fameuse démarche qu'il a où il titube presque, avec les hanches très marquées, c'était la façon de marcher de John Ford sur le plateau. Et alors, ce qui est très beau aussi, c'est que c'est un acteur qui a beaucoup évolué tout au long de sa carrière. On pourrait le trouver monolithique dans un jeu pareil à l'Aventura, très minimaliste, avec le moins de nuances possible. Mais en réalité, il y a une très grande complexité dans son jeu, parce qu'il y a une force dans sa présence, une économie de moyens qui est assez forte. Et le film qui vraiment a transformé la vie de John Wayne en tant qu'acteur, après La Chevauchée Fantastique, qu'on a fait une star, parce que The Big Trail de Raoul Walsh, c'est un échec. C'est dans les années 20, c'est un des premiers, western parlant, c'est un échec commercial. Donc du coup, toute la faute dans ces cas-là aux États-Unis, elle incombe aux acteurs, devient toxique, donc il est relégué à la place de cascadeur. Ça devient un cascadeur. Pendant 10 ans, il est cascadeur, doublure sur les films. Et c'est John Ford qui le remarque, parce qu'il fait de la figuration sur un de ses films, Mother McCree. Et il se dit, ce mec, il faut qu'il vieillisse. Il a l'air vachement intéressant, mais il faut qu'il vieillisse. Et donc, il va attendre, et il va l'imposer pour La Chevauchée Fantastique, parce qu'à la base, on n'en voulait pas. Il n'était pas connu, et en plus, il avait fait un film qui n'avait pas cartonné. Et à partir de là, ça devient une immense star. Et pour terminer, le tournant pour lui, c'est après La Rivière Rouge, beaucoup plus tard, dans les années 40, avec Howard Hawks, où là, il va faire son premier personnage extrêmement complexe, un grand propriétaire, un baron du bétail, comme on dit. Et après ça, John Ford, après l'avoir vu, dira « Je ne savais pas que ce fils de pute pouvait si bien jouer. » Et donc, il va faire, paraît-il, la prisonnière du désert en pensant à La Rivière Rouge. Et il faut, pour la petite anecdote, il gardera la ceinture par superstition, John Wayne, la ceinture qu'il a dans Red River. Vous allez la retrouver dans un certain nombre de ses films postérieurs. C'était son talisman, son porte-bonheur. Dans Rio Bravo, il a la ceinture de Tom Dunson dans La Rivière Rouge. Tu nous as pas parlé donc si tu as à peine commencé à dire ce que tu dessinais. Alors c'est Pascal Augier, fille de Bulle Augier, qui était donc une icône romérienne, qui a également qui a tourné dans ce très beau film de Romer, dans la série des contes moraux, Les Nuits de la pleine lune. Alors je vais essayer, si j'ai le temps, de faire Lucchini à côté, parce que donc dans ce film, Pascal Augier est avec Tchéky Karyo, un super acteur j'adore sa voix, la façon dont il joue. Colère froide, c'est un spécialiste de la colère froide. Et donc Tchéky Karyo, il s'est installé à Cergy-Pontoise, dans une banlieue nouvelle. On sent que Romer, il aime pas trop ça, les banlieues nouvelles. Alors en plus, au moment du film, elle est impeccable, cette banlieue, elle vient d'être livrée par les architectes. Mais nous, on sait des années plus tard ce que ça va donner. Romer, il en a le pressentiment. Et c'est une femme qui s'ennuie. C'est assez moderne, parce que c'est une femme qui s'ennuie dans son pavillon de banlieue avec son compagnon, et qui voudrait en gros être à Paris, avoir sa chambre à elle, ne pas forcément revenir le soir. Mais Tchéky Karyo, il est quand même plutôt jaloux si sa copine découche le soir, va à des fêtes sans lui, et ça lui pose problème. Et donc dans ce film, elle a un côté à la fois très touchant et en même temps très horripilant, comme souvent les personnages romériens, comme Marie Rivière, comme Béatrice Roman, Ariel Dombal. C'est des actrices qui ont cette faculté à être très touchantes, très vraies, très authentiques. Et en même temps, Romer, on sent qu'il les sadifie un tout petit peu, et il les rend toujours un petit peu agaçantes, un petit peu exubérantes. Et donc, dans ce film, elle passe son temps à se confier à son meilleur ami, qui en fait, évidemment, veut coucher avec elle. C'est Lucchini, qui est fantastique dans ce film, qui vraiment est formidable. Il y a une scène dans un café à Saint-Michel, qui est une scène d'anthologie avec un grand monologue de Lucchini. Et donc, dans Cinéfils, j'ai dessiné un Romer, c'est L'amour l'après-midi, qui est mon Romer préféré. Et bon, voilà, celui-là, c'est un de mes préférés aussi, Les Contes de la pleine lune. Les Nuits de la pleine lune, dans les contes moraux. Les Nuits de la pleine lune. On va revenir à l'image 10, s'il vous plaît.
Et là, on revient à Lino, et c'est Lino au cinéma. Mais alors, Lino au cinéma, littéralement. Parce que là, il y a un effet qui est... Oui. Ah oui. Ah oui. C'est muet, et en même temps, ça veut tout dire. D'abord, on a le droit de fumer au cinéma. C'était le bon temps. Plaisante. Non, mais on voit bien ses sources d'inspiration, en fait. C'est ça, Oui. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'a pas suivi de cours. Hein. Bon, c'est pas du tout quelqu'un qui se destine au métier d'acteur, mais il passe son temps dans les salles obscures et il imite les postures, les attitudes. C'est une éponge, quoi. Et donc il se nourrit de tous ces acteurs souvent américains qu'il va regarder. Il se débrouille pour se faire enfermer dans la salle et assister à plusieurs représentations pour faire des économies, parce que ça coûte cher quand même. Donc voilà, en fait, c'est un cinéphile. Ça, voilà. Et ce que je peux dire sur cette planche, c'est que personnellement, ça peut paraître un peu étrange pour un scénariste, mais j'aime bien quand ça parle pas trop dans les BD. Et si c'est possible d'avoir un passage le plus muet possible, moi, ça me plaît. J'aime beaucoup les dialogues, mais je trouve que c'est parfois suffisamment éloquent comme ça, sans qu'il y ait besoin de mettre des mots. Et là, de toute façon, toi, tu livres une description. Il n'y a pas de dialogue, mais il y a une mise en scène. Quand même du travail derrière. Un minimum. Un minimum. Et parfois, il faut laisser. Comme tout est question de rythme. Quand on dans une bande dessinée, tout est question de rythme avant tout. Et ben, des fois, il faut savoir faire parler les personnages. Il faut savoir mettre du texte de temps en temps. Puis des fois, il faut savoir se taire aussi pour laisser le dessin respirer et pour laisser la bande dessinée raconter par le dessin ce qui est sa vocation première. Donc sur une planche comme ça, tu livres à Stéphane une description en disant séquence muette, Lino au cinéma. Oui, c'est ça. Oui. Case 1, case 2, case 3, case 4. Case 1, premier plan, spectateur de dos, second plan, telle chose représentée sur l'écran, puis contre-champ, etc. Tu livres de la doc en images aussi ou pas ? Un peu. J'en livre toujours pour qu'il y ait une base. Et Stéphane aussi a fait un énorme travail de documentation de son côté. Oui, mais c'est ce que vous disiez. Vous avez quand même vu pas mal de films là. Oui. On a... Et toi, Stéphane, à partir du moment où tu as cette description de planche muette, elle est cadrée, mais en même temps, il faut construire, quoi. Oui, puis en fait, il faut rendre intéressant aussi des choses qui ne sont pas toujours simples. Par exemple, des fauteuils d'une salle de cinéma. Bon, il y avait il faut réussir à travailler. Là, pour le coup, c'était la question de la lumière aussi. Comment on arrive à retranscrire cette lumière si particulière de l'écran de cinéma. Et c'est des enjeux pour moi. Comme je pars du noir, j'aime beaucoup le noir dans mes bandes dessinées. Et là, c'était l'occasion de vraiment plonger dans le noir et se poser la question de la lumière. Comment elle éclaire les sièges, comment elle va éclairer les visages, Bon, c'est plutôt des séquences que j'aime faire, vraiment. Après, il y avait toujours, encore une fois, la question de la ressemblance des acteurs qui sont représentés. Mais pour le coup, ici, c'est des captures d'écran, pour ce qui est des acteurs qu'on voit là. Donc ça, c'est plus facile que de... typiquement, on a à la fois des captures d'écran et Lino Ventura. En revanche, là, quand je le dessine, j'ai pas de doc. Il faut que j'arrive à imaginer comment pouvait se comporter Lino Ventura, essayant d'imiter ces acteurs en question. Là, pour le coup, ça, c'est un travail de création. Je n'avais pas de référence pour le coup. Mais sinon, il y a quelques séquences comme ça dans l'album qui sont vraiment des reproductions de copies d'écran, des extraits de films qu'on cite. Et ça, c'est un grand bonheur de dessin, pour le coup, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que se poser la question du trait. Et pas le sentiment de recopier. Alors, mais bien sûr, j'ai toujours... Il y a cette idée-là de recopier, mais non, en fait, parce que ça, c'est quand même une réécriture. Il faut se reposer plein de questions. Non, c'est du graphisme pur. Pour moi, c'est du graphisme pur. C'est vraiment le plaisir du trait à ce moment-là.
Voilà. Souvent en bande dessinée, on dit qu'on tient un personnage, tu sais. Enfin, les auteurs disent ça. Là, je l'ai dans les mains. Je sais le dessiner, j'y arrive. Et puis d'ailleurs, souvent, quand ils ont fini de le dessiner, après quelques années, ils sont passés à autre chose. Ils savent plus le dessiner. C'est une problématique avec Lino, c'est-à-dire que Lino, au début, il a existé, il a été très présent, son image est très connue, donc tu pars d'une silhouette qui est très connue. Il faut que tu te l'appropries pour ensuite le faire vivre en dehors de ce que nous, on peut voir, quoi. Oui, puis il fallait le faire vieillir aussi. En fait, on couvre quand même sa carrière depuis les débuts du cinéma jusqu'à la fin. Il a quand même évolué. Enfin, son physique a changé. Et ça, c'est pas habituel, en fait. Il y a toute une tradition des héros de bande dessinée qui ne vieillissent jamais. Et là, il faut faire vieillir le personnage à l'intérieur même de l'album. Donc, il n'y a pas ce confort. Une fois qu'on a l'impression de l'avoir saisi, tu te dis, ah merde, il va falloir que je le représente 10 ans après. Et là, c'est pas Tintin. Voilà. C'est Tintin du premier album au dernier album. Oui. C'est pas un schtroumpf. Ouais. C'est ça. Donc, il y avait ce côté assez inconfortable de ne pas pouvoir se reposer totalement sur une silhouette que j'avais captée et qui me servirait de tout le long de l'album. Il y avait des... Alors, bon, la corpulence ne bouge pas beaucoup. Voilà. Mais sur le visage, les coupes de cheveux, enfin, la coiffure n'a cessé d'évoluer. Donc il fallait le comprendre à chaque fois. Tu t'es pas simplifié. Vous n'êtes pas simplifié. Ah non, c'était pas un album facile. Je veux pas dire que, mais c'est un album que maintenant je considère comme, on l'a évoqué tout à l'heure avec Arnaud, que je trouve très personnel. Parce que j'ai été un peu dépassé par le sujet. Je n'étais pas spécialement fan de Lino Ventura. C'était plutôt une référence pour mes parents. Et sa filmographie, pareil, elle ne me passionnait pas, hormis le fameux Un papillon sur l'épaule. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'on racontait autre chose dans cet album. On racontait quelque chose qui pouvait être, pour le coup, très universel et dans lequel moi je me suis reconnu, qui notamment cette question de la paternité, la paternité de Lino Ventura lui-même, ayant des enfants, et puis la quête du père, en tout cas le père absent. Et ça, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas vu tout de suite, je ne l'avais pas perçu, et en faisant cet album, je me suis dit, mais en fait, ça raconte ça. Et là, pour le coup, je me suis retrouvé dépassé par le sujet, parce que ça me parlait aussi personnellement, et je pense que c'est ce qui m'a permis de savoir par quel bout le prendre, en fait. Parce qu'effectivement, il faut, à un moment donné, faire des choix, et même dans la mise en scène, en termes d'émotion, il y avait une forme de distance à avoir qui n'était pas comme ça, qui n'allait pas de soi. Enfin, fallait comprendre quel était le projet, en fait. Ça, tu le découvres au fur et à mesure que tu oui. en fait. Mais à l'écriture, j'imagine que c'est pareil. Bah oui, c'est pareil, on apprend ce qu'on fait en le faisant. Des fois, moi, ça m'arrive souvent de... Je devrais pas dire ça, hein, mais n'empêche que c'est vrai. Balance. Ça m'arrive souvent de faire un scénario et de comprendre à la fin ce que je voulais dire. Bah oui, puisque à la fin, on a une idée quand même de ce qu'on raconte. Mais à la fin, en bougeant 2-3 choses, en affûtant, à la fin, on a souvent une espèce d'effet réflexif où tout d'un coup, on comprend profondément ce qu'on est en train de raconter. Parce qu'il y a plusieurs couches, évidemment. Il y a des choses qui sont claires depuis le début. Puis il y a souvent une couche là. Ce que dit Stéphane, en fait, quelque chose de personnel, mais qui est au plus profond, en fait, et qui n'apparaît pas forcément tout de suite, et dont on se rend compte après. Et on comprend à la fin ce que ça signifiait pour nous, en fait. Enfin, c'est comme ça c'est pour ça qu'on a fait cet album, même si on a scrupuleusement raconté qui était Ventura et qu'on s'est vraiment, on s'est pas mis en scène nous en aucune manière. On est vraiment resté sur notre sujet, mais on y a mis des choses personnelles à tous les deux. Et puis on s'en est rendu compte qu'à la fin, effectivement, voilà. Mais Julien, pour en revenir à toi un petit peu, toi, quand tu dessines, en fait, c'est l'aboutissement. Tu veux capturer sur le papier un agglomérat de souvenirs, en fait. Tu veux incarner quelque chose qui t'évoque.
Alors sur Cinéfis, oui, il y a une dimension dans la cinéphilie, je pense, qui est de l'ordre de la transmission des films qu'on a vus enfants ou que nos parents nous ont montrés. Ou moi, mes parents, c'était pas des cinéphiles, mais ils avaient, comme beaucoup de gens dans les années 80, tout le temps la télé allumée, comme la cheminée. C'était la cheminée des années 80. Elle est allumée à tous les moments de la journée. Et donc, mon père, il regardait tout le temps des films. Et comme à l'époque, alors on est nostalgique, on embellit sans doute la situation, mais n'empêche que par rapport aux plateformes de streaming, il y avait des directeurs, des directrices de programmes, il y avait des ciné-clubs comme le fameux Dernière séance de Eddie Mitchell, il y avait Patrick Brion, on pouvait avoir justement La prisonnière du désert le dimanche à 8h30 ou avoir du très grand cinéma populaire français ou américain, des Don Siegel. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et tout est un peu très niché en fait. Chacun a ce qu'il a plus ou moins envie d'avoir dans son assiette. À l'époque, on avait quand même une ligne de métro qu'on empruntait tous à un moment donné de la journée. C'était le film en prime time et ça créait une culture commune. Moi, je suis nostalgique de ce moment où le cinéma, c'était une langue que tout le monde parlait. Et aujourd'hui, ça a été plutôt remplacé par les séries télé, les jeux vidéo, Star Wars. Moi, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus, mais je trouve que c'est important à un moment donné de voir comment on pourrait se redonner les moyens d'avoir une culture populaire ambitieuse, commune, qui relie toutes les personnes, toutes les générations. Et moi, c'est aussi ça qui me plaît beaucoup dans la cinéphilie, c'est de sentir que ça me met en contact avec des gens qui appartiennent à d'autres époques, avec des gens de ma famille, mais avec aussi des gens dans le futur, des gens maintenant. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la nostalgie, mais pas que, parce qu'encore une fois, John Ford, je ne le regardais pas enfant. Mon père regardait pas trop John Ford et Howard Hawks, donc c'est pas pour de la nostalgie que je suis autant touché par ce cinéma, c'est aussi pour c'est assez marrant. Daney disait tout le temps le cinéma est mort. C'est Godard aussi qui disait ça, le cinéma est mort. Aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste Torret, un auteur que je publie dans ma maison d'édition et qui est aussi un très grand critique cinéma et réalisateur, auteur. Et il dit lui aussi le cinéma est mort. Alors moi, je pense qu'on pourrait mettre un peu de lacanisme dans la réception de cette formule et on pourrait entendre le cinéma est mort de façon sud-américaine, c'est-à-dire le cinéma a quelque chose de morbide, mais pas quelque chose de morbide, de mortifère, mais on est comme les Sud-Américains dans le culte des morts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un film, dès qu'on remet la bobine au début, tout le monde reprend vie. Tous ces gens sont morts, mais ne seront toujours vivants. Ils seront toujours vivants, et c'est dans Quelle était verte ma vallée de John Ford, où au départ, le narrateur, à la Proust, va dire « Je me souviendrai toujours de ma vallée, de mes parents, qui seront éternellement vivants dans mon cœur et dans ma mémoire. » Et le cinéma, c'est une mémoire vivante, une mémoire parlante, une mémoire bougeante, mouvante, les movies. Et c'est ça aussi qui me touche énormément, c'est de sentir tous ces trésors humains que sont les actrices, les acteurs, les réalisateurs, les scénaristes, qui sont en réalité éternellement contemporains à partir du moment où le film se met en route. Et pour moi, il n'y a pas de vieux films, il n'y a que des films qu'on n'a pas vus. Et il faut détruire cette dictature du présent où il faut tout le temps être sur l'actu, sur les sorties, sur ce qui... Mais y compris pour les livres. Il n'y a pas de vieux livres. C'est pareil, il n'y a que des livres qu'on n'a pas lus. Et un livre, dès qu'on l'ouvre, dès qu'on est à la page 1 et qu'on l'actionne dans le feuilletage, il prend vie lui aussi, quelle que soit l'époque. Là, en ce moment, il y a tout un revival des Trois Mousquetaires. Alexandre Dumas, voilà, il y a 100 ans, comme dans 200 ans, ça sera toujours quelque chose de formidable. Et je pense ça aussi pour les grands films. Et les grands films, ce n'est pas forcément les grandes œuvres d'art, ce n'est pas toujours Citizen Kane. Ça peut être aussi un petit western, par hasard, je dis ça par hasard, de Bud Buttigieg, par exemple. Ça peut être un petit Bud Buttigieg d'1h10, 1h20. En fait, pour moi, c'est un grand film aussi. Et parce qu'il y a quelque chose de très chaleureux, de très humain, de très fort. Et moi, il y a un auteur qui me parle beaucoup, c'est Bogdanovich, qui le cite souvent.
et Torrey aussi par extension, c'est Stanley Cavell. Et Stanley Cavell, c'est un philosophe américain qui a beaucoup travaillé à partir du cinéma pour ses livres de référence sur la philosophie. Et pour lui, le cinéma, c'est l'école de la vie, au sens où en regardant les films, et pour les cinéphiles hardcore, ou les cinéphis, les cinéphiles, il y a vraiment cette dimension où on a appris la vie en regardant les films, et à la Alain Resnais aussi, on s'auto-visionne des fois des scènes de films pour revivre quelque chose qui a été pénible, ou pour anticiper certains événements, pour les comprendre. Moi, par exemple, si vous parlez avec moi, pour mes amis, je dis tout le temps « Ah, c'était comme dans Faces de John Cassavetes, où là, j'ai vécu, je ne sais pas, la scène de Shining, c'était comme dans Shining, c'était comme dans... » où je vais tout le temps citer des films pour un peu, comment dire, m'expliquer le réel. Moi, je n'arrive pas à être en contact avec le réel tel qu'il est. Et c'est grâce au cinéma que j'arrive à me mettre en contact avec lui. C'est-à-dire que tu étais dans un couloir avec une moquette un peu orange et marron c'est toutes les expériences un peu de huis clos, ou oui. Tu passes par là pour réinterpréter le... Ouais. Et tu mets, ce qu'il y a dans Cinéphis, tu vois, tu mets aussi bien du John Ford, effectivement, que E.T., je ne sais plus si on l'a, mais que Gina, Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu as un panthéon, mais qui est un panthéon tout ce qui est le plus personnel et qui va piocher un peu partout. Tu sais, il y a une filiation, encore une fois, une cinéfiliation dans E.T., justement. À un moment donné, E.T. regarde la télé. Ouais. E.T. regarde la télé pendant qu'Eliot va disséquer des grenouilles. Ouais. Et vous savez, E.T., qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde The Quiet Man de John Ford. Une scène où, donc c'est l'homme tranquille en français, et l'homme tranquille, c'est John Wayne, qui retourne en Irlande et qui va tomber amoureux de Maureen O'Hara. Et E.T. regarde la scène où il l'embrasse presque de force dans un moment de tempête. Et Eliot, et là on est à fond dans le Stanley Cavell, c'est-à-dire que Stanley Cavell qui dit on regarde les films et les films nous apprennent la vie, pour le pire et pour le meilleur. Mais là, E.T. regarde donc un homme embrasser une femme, et au même moment, comme ils sont liés par le conscient et l'inconscient, Eliot va embrasser, sans doute pour la première fois, une copine de sa classe, et avec la même chorégraphie que John Wayne dans The Quiet Man. Donc là, on est vraiment dans le Stanley Cavell, c'est-à-dire qu'Eliot réussit à concrétiser son désir amoureux pour cette fille grâce à The Quiet Man de John Ford. Et Spielberg, vous le savez, dans son dernier film, The Fableman, la dernière scène, c'est la rencontre qui a vraiment eu lieu entre le jeune Spielberg et John Ford, qui va lui prodiguer une petite leçon de cinéma sur l'histoire de où on met la ligne d'horizon. Donc Spielberg, John Ford, c'est très lié. Et vous savez, dans E.T., il y a un plan très important, c'est la barrière. Vous savez, quand Eliot va dans la forêt pour trouver E.T., il y a régulièrement dans le plan une barrière en ruine. Et il y a régulièrement dans E.T. ces barrières en ruine, et aussi dans Rencontre du troisième type. Cette barrière en ruine, elle est dans tous les films de John Ford, notamment La poursuite impitoyable. C'est la barrière entre la frontière, l'Amérique telle ce qu'on connaît, et l'idée de la frontière, c'est-à-dire l'inconnu. Mais l'inconnu, pas que cartographique à la Lewis et Clark, l'inconnu aussi philosophique, artistique. Et donc, c'est des objets, cette barrière, la frontière, qui est très fort dans le cinéma de John Ford, mais vous voyez qui traverse les générations et qui arrive dans le cinéma de Spielberg à son tour. Mais il n'y en a pas à bord du Nostromo. Alors, le Nostromo, ça, c'est encore une autre histoire, parce que là, on est avec Ridley Scott, qui est à la fois un grand cinéaste, mais qui n'est pas véritablement un auteur, pour moi en tout cas, comme John Ford. C'est-à-dire que pour moi, la part qu'il met de lui-même n'est pas la même que Spielberg, où on retrouve, Fableman nous l'a montré, vraiment des éléments biographiques, autobiographiques dans la fiction. Et dans le Nostromo, moi, ce qui me touche beaucoup avec Sigourney Weaver, c'est que c'est un peu le début des héroïnes, même s'il y en a eu, il y en a toujours eu, mais marginal. Mais là, on a vraiment une héroïne, entre guillemets, mainstream, c'est-à-dire d'un cinéma très populaire pour tout le monde, et d'un seul coup, on peut se projeter sur une femme forte, plutôt qu'un homme. Et c'était vraiment avant-gardiste. À l'époque, ça aurait pu être Chuck Norris à la place, ou même d'autres acteurs, Kurt Russell. Et en fait, cette héroïne, moi, quand j'étais enfant, je m'identifiais plus à elle qu'à Stallone ou à Schwarzenegger, parce qu'ils avaient des corps
tellement musclé, je me disais mais jamais je serais comme ça, jamais je pourrais affronter le T-1000, quoi, c'est pas possible. Et par contre, Sigourney Weaver, on voyait que bon, physiquement, elle est quand même, c'est pas n'importe qui, c'est pas Winona Ryder, mais elle est quand même, elle brille surtout par sa persévérance et sa résilience. Et ça, c'était hyper fort quand on était enfant de se construire sur cette figure héroïque qui est héroïque par sa capacité à encaisser la peur et à persévérer alors que le danger de mort est vraiment statistiquement très fort. J'ai une transition un peu tirée par les cheveux, mais si on met l'image si on met l'image 12, s'il vous plaît, pour revenir à Lino, puisqu'on parle d'enfance et on ramène beaucoup de choses à l'enfance, et c'est normal. Stéphane, tu disais tout à l'heure qu'il fallait dessiner Lino à tous les âges de sa vie, et pour l'enfance, il y a une astuce. Bah oui, mais d'où vient cette astuce-là? Ou Arnaud, peut-être, hein? Oui, c'est Arnaud qui a eu cette idée. Hein. Bah vas-y Arnaud, alors, t'es responsable. Après, oui, enfin, on avait discuté ensemble, mais en tout cas, c'était un moment de bonheur que de réaliser cette jeunesse de Lino sous forme de vieilles bandes dessinées, comme si c'est une forme de facsimilé, comme si réellement ces aventures avaient été publiées. Et d'ailleurs, dans l'album, à un moment, on voit Lino Ventura qui lit cette bande dessinée-là. Donc on a été assez loin dans la farce, parce que tout part du gag initial où il dit la bande dessinée, c'est pas pour moi. Puis en fait, on en fait un personnage de bande dessinée, et en plus, dont l'enfance a été racontée en bande dessinée, ça a été publié. Bon, voilà, bref, on s'est beaucoup amusé. Et ce que je peux dire, quand on scénarise, on pense au dessinateur, quoi, aussi, à la dessinatrice. C'est-à-dire moi, je scénarise pas de la même manière pour tel dessinateur ou tel autre, quoi. Et donc, j'avais en tête un petit peu qui est Stéphane Ouari, graphiquement, quel est son univers, et je savais que ça l'éclaterait de faire une sorte de quick et flup à sa manière, avec cet effet facsimilé, cet effet vieille bande dessinée. Et donc, voilà, j'ai pensé que ce serait à la fois intéressant pour raconter l'enfance, et puis mettre une distance aussi avec cette enfance il y a quand même pas mal de matériel émotionnel, on va dire, qui est dans l'enfance. Donc, si on l'aborde de manière trop frontale, peut-être qu'on va se rater. Alors que là, ça permet de tout tourner un petit peu à la blague, de mettre une distance, de créer un écran supplémentaire. Et je sais que pour Stéphane, ça va être un moment de jubilation, et il va se délasser, il va s'éclater à dessiner ça. Et puis c'est aussi une manière de s'amuser avec la bande dessinée elle-même, puisque personnellement, la BD, c'est des choses comme beaucoup qu'on a lues petit déjà. Et donc, il y a des souvenirs émotionnels qui sont associés à ces vieilles BD, à ces vieilles couleurs, à ce papier, à cette manière à ces trames toutes ces vieilles BD là qui nous ont nourris. Donc c'est une manière d'évoquer ça et de jouer avec les codes de la bande dessinée pour raconter une histoire en bande dessinée. Oui, rajouter de la trame, tout ça, c'est des effets pyrotechniques, ou c'est comment ça devient, toi, cette idée-là? Moi, ça fait longtemps que je travaille sur la trame. Ça remonte même à mes études en architecture, en fait, parce que la trame, c'était à l'époque, elle était adhésive, enfin, qu'on collait ça sur les plans qui étaient sur des calques, et on faisait les ombres avec ces trames. J'adorais faire ça, et puis je pense aussi que je suis issu des années 80 avec les fanzines punk, qui étaient déjà dans cette esthétique, photocopie, la trame, énormément de trames, et puis même toute cette génération autour de gens comme Yves Chaland, tout ça sont des gens qui m'ont nourri. Et j'étais obsédé par l'idée de renouer avec cette veine-là. Et pour moi, je veux faire une bande dessinée qui ressemble à celle que je lisais enfant. Donc forcément, ça participe aussi de l'émotion de la réception d'une bande dessinée, que ces imperfections
d'impression, les trames qui se décalent, les couleurs qui bavent. Pour moi, c'est ça la bande dessinée. C'est comme ça que je l'ai découvert et c'est comme ça que je l'aime et c'est comme ça que je veux la refaire. Alors, il y a un côté artificiel à reproduire ces effets-là aujourd'hui. Et on le fait avec des machines et des logiciels très complexes. Mais malgré tout, quand j'arrive à ça, c'est-à-dire quand je me dis, tiens, ça ressemble esthétiquement à ce que je pouvais aimer enfant, je suis content. Mais je le fais aussi en illustration, j'ai fait aussi les pieds nickelés, par exemple. C'était avec des effets de trame, comme ça. Et je m'amuse dans les couches, à les décaler, à faire des... On le voit peut-être, si, on le voit un petit peu, là. Il y a des effets de superposition, des couleurs qui se génèrent de façon un peu aléatoire. Tout ça, c'est gadget, c'est vrai. Hein, mais en même temps, moi, ça participe de mon plaisir de dessin. Et je pense que c'est une façon de faire le lien, encore une fois, avec l'enfance. Je ne me reconnais pas forcément mais dans la production contemporaine, c'est-à-dire l'esthétique de beaucoup de bandes dessinées aujourd'hui, ça ne me parle pas vraiment. Et je pense que les enfants qui la découvrent aujourd'hui, quand ils grandiront, ils auront la nostalgie de cette bande dessinée qu'ils lisent aujourd'hui. Donc en fait, bon, voilà, c'est comme ça. Tout ça est relativement logique. On n'a pas du tout évoqué un thème plus transversal qui est le cadrage, en général, cadrage cinéma, cadrage bande dessinée. Il y a forcément un truc un peu contradictoire au départ, puisqu'on a un format vertical, un format horizontal, et en même temps, pas tant que ça, pas vraiment, quoi. On l'a vu tout à l'heure dans la scène dans le cinéma, rectangle horizontal, vertical. On le voit moins, évidemment, là. Mais, et dans les illustrations de Julien, souvent, Julien, tu vas isoler un personnage, tu vas isoler une scène, mais la scène ne correspond pas à la... C'est pas homothétique par rapport à... Mais on peut peut-être montrer, oui, on peut revenir sur la 13, s'il vous plaît, ou même la 15, on peut passer à la 15. Tu fais pas de capture d'écran, quoi. Enfin, tu ne respectes pas le cadre de l'écran de cinéma. Oui, c'est volontaire. Pourquoi ? Non, parce que oui, moi je suis vraiment pas du tout dans la maîtrise. Quand je dessine, je rentre un peu en transe et je fais les choses un petit peu comme elles me viennent. En fait, le dessin un peu prend le contrôle et c'est le dessin qui se matérialise un peu comme l'ardoise magique petit à petit. Alors après le confinement, je me suis inscrit aux Beaux-Arts de Paris où je suis redevenu étudiant et j'y vais de temps en temps toujours prendre des cours de morphologie. Et voilà, il y a un cours fantastique là-bas. Donc je travaille, on va dire, la technique du dessin, mais quand je dessine, j'aime bien justement être dans quelque chose de très spontané, presque comme une séance d'exorcisme, et laisser le dessin prendre le contrôle. Et donc les choses m'échappent et j'aime cette perte de contrôle, même si parfois elle est frustrante parce que comme beaucoup de dessinateurs, on a envie de restituer parfaitement l'acteur, on a envie de restituer parfaitement la scène, qu'on reconnaisse. Hein, c'est toujours un jeu. Dessiner, c'est gagner, c'est-à-dire reconnaître ce qu'on a dessiné. Et en même temps, ce que j'aperçois dans les retours que j'ai des lectrices et des lecteurs, c'est qu'il y a aussi un petit plaisir dans cette mise au point de mon travail qui est toujours un petit peu flou entre le moment où on reconnaît et le moment où c'est autre chose. Et c'est ça qui m'intéresse, et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup la peinture impressionniste. C'est parce que quand on regarde bien les paysages impressionnistes ou même les portraits, à un petit moment, ça pourrait devenir de la peinture abstraite. C'est des fois, tchac, on bascule et on reconnaît. Et il y a autre chose, il y a une vibration, et c'est ça qui est sensible, qui rend ça intéressant. Et donc, quand je dessine une scène de cinéma, oui, j'arrive pas du tout, de façon générale, à être dans quelque chose de rigoureux, de construit. Mais j'aimerais bien, hein, mais j'essaye de structurer quand même, comme en escalade, d'avoir des prises quand je dessine. Mais voilà, moi, je pars toujours plutôt sur une perte de contrôle, sur une sortie de route.
Elle ressemble à quoi ces prises alors du coup Et ben, par exemple, j'aime beaucoup commencer souvent les portraits, parce que j'adore les portraits par les yeux, parce que le regard c'est fantastique, et souvent c'est par le regard qu'on reconnaît les comédiens, les comédiennes. Moi, il y a un regard contre lequel je bute, c'est James Stewart, qui a vraiment un regard extraordinaire, et j'aimerais vraiment apprendre petit à petit à le restituer, à restituer la beauté du regard, un bleu, mais un bleu très blanc, presque blanc. C'est presque un husky, James Stewart. Il a vraiment, c'est pas les yeux bleus de John Wayne. C'est ce qu'on prend souvent des acteurs aux yeux bleus parce que voilà, c'est hyper beau en Technicolor. Le bleu devient brûlant. Enfin, c'est assez fantastique. Alors que quand on a les yeux marrons, alors George Clooney, il s'en sort plutôt pas mal, mais c'est moins fort, c'est moins cinégénique. Et c'est vrai que moi, souvent, je commence par les yeux. Et là, par exemple, Kurt Russell, j'avais vraiment envie qu'on le reconnaisse. Kurt Russell, qui est dans ce film The Thing, qui joue un personnage qui s'appelle McCready. Et vous le savez, on parle de filiation depuis tout à l'heure. John Carpenter, c'était un food western. Alors lui, il n'était pas trop John Ford, c'est pas trop sa came. John Ford, il n'aime pas, c'est trop patriotique. C'est trop, galvanisant. Prince the Legend, lui, c'est pas trop son truc. Et c'est référence à Liberty Valance où à la fin, vous savez, il y a une phrase emblématique qui définit le cinéma un peu dans deux grandes lignes aux États-Unis. C'est Prince the Legend, ou alors, parce qu'à la fin, il y a la question pour les journalistes, est-ce qu'on raconte qui a tué Liberty Valance pour de vrai ? Ou est-ce qu'on conserve la légende ? Et le rédac chef, il dit « Print the legend ». Parce que la légende, pour John Ford, elle a une résilience pour le peuple américain. Il vaut mieux raconter les légendes au peuple américain parce que ça les fédère. Ça leur permet de ne pas retourner vers la guerre de sécession, tout le temps imminente chez eux. Et donc, il vaut mieux être dans la résilience. Spielberg, on lui reproche constamment, Print the Legend, un cinéma, oh là, c'est tout le temps le happy end, c'est tout le temps positif, les bons sentiments, mais c'est parce que lui, il est là-dedans. Il est pour les belles histoires qui fédèrent, qui réparent l'Amérique. Alors que quelqu'un comme Oliver Stone, lui, il est pour vous mettre le nez dans la merde, pour mettre les choses sur le tapis. Scorsese, Paul Schrader, c'est pas Print the Legend, il faut dire la vérité, il faut montrer l'Amérique telle qu'elle est. Et Carpenter, il est plutôt là-dedans, et donc il préfère Howard Hawks, et notamment à cause des femmes, parce qu'il les trouve trop maternelles, trop bibliques chez John Ford. Il préfère les femmes hawksiennes, qui sont, plus à égalité avec les hommes, qui les menacent, qui sont... Voilà. Et dans The Thing, il n'y a aucune femme. Il n'y en aura pas une seule, mais ce n'est pas un choix sexiste. Encore une fois, il faut toujours analyser dans un film, comme dans le dessin, ce qui n'est pas dessiné, et dans le plan, ce qui n'apparaît pas dans le plan, le hors-champ. Et donc, The Thing, c'est un film qui est assez fantastique, et il faut réfléchir. Moi, je n'ai pas encore de réponse sur pourquoi il n'y a pas de femme dans The Thing, alors que dans le film d'origine de Howard Hawks, justement, il y a une femme. Il y en a une. Là, il y en a 0. Mais ce n'est pas parce qu'on préfère être entre hommes. Ça a forcément une signification. Parce que John Carpenter n'est pas un sexiste. Il va avoir, comme Sigourney Weaver, une des premières héroïnes mainstream, Jamie Lee Curtis, qui a eu l'Oscar d'honneur l'année dernière pour sa carrière et pour Halloween. Et Jamie Lee Curtis, c'est la fille de Tony Curtis et Janet Leigh. Janet Leigh, c'est celle qui est poignardée dans la douche dans Psychose. Et c'est fascinant, toujours dans cette histoire de transgénérationnel des formes du cinéma, de se dire que la fille de celle qui meurt sous la douche sous un couteau de psychopathe va tenir tête au tueur dans Halloween et ne se laissera pas tuer avec le même couteau, qui est exactement le même couteau que dans Psychose. Et la fille de la morte prend sa revanche, venge sa mère dans Halloween. Mais ça, vous voyez, c'est pas un hasard de calendrier, c'est véritablement l'histoire des formes qui traverse plusieurs générations de créateurs et la société américaine. Bon, je suis désolé, je vois l'heure un petit peu avancée. Je pense qu'on est à peu près dans les temps, mais on arrive un peu sur la fin. Julien, tu nous as un peu raconté ce que tu dessinais et qu'on peut voir apparaître à l'image. Stéphane, par contre, tu nous as réservé... tu n'as pas tout dit sur ton image. Est-ce qu'on peut montrer l'iPad, s'il vous plaît ? Pourquoi tu t'es lancé ? Je me suis lancé dans une scène qui vient du film L'Emmerdeur. Donc, où là, je représente donc Lino Ventura, et en dessous, ce que j'ai pas terminé, ce que j'ai juste esquissé, c'est censé être Jacques Brel.
Bon, j'en suis encore loin, mais vous avez compris que je travaille par couches, ça monte progressivement. Là, j'ai avancé beaucoup plus sur Lino Ventura. Et comme on parlait de trame, je me suis senti obligé de rajouter un peu de trame tout de suite. Ça. Mais oui, voilà, L'Emmerdeur, qui un film dont on nous a beaucoup parlé à la sortie du livre. En fait, il y avait beaucoup de lecteurs qui faisaient le lien entre L'Emmerdeur et le dispositif du scénario avec ce journaliste qui, effectivement, est un emmerdeur. Enfin, qui va harceler tout le long de l'album Lino Ventura. Je ne sais pas pour Arnaud s'il avait l'emmerdeur en tête quand il a la fait diapo 16, s'il vous plaît. Comment Oui. Voilà. Tu pensais à l'emmerdeur? Non, mais sûrement inconsciemment, parce que j'ai vu le film quand j'étais petit. Mais non, il fallait trouver un moyen de faire causer Ventura. C'est difficile de raconter, de faire une BD sur un personnage aussi taiseux qui dit jamais rien. Donc il fallait quelqu'un pour le faire parler. Donc l'idée que Ventura dans la BD, l'action commence dans une chambre d'hôtel et tout au long de l'album, il se déplace. On ne sait pas très bien pourquoi, on ne sait pas très bien où il va. Il est en transit, en permanent, en voyage. À telle fois qu'on se demande si c'est pas son dernier voyage quelque part. Et il est suivi par ce journaliste casse-couille qui passe son temps à lui poser des questions, qui le retrouve. Il s'en débarrasse, il le laisse dans un train, il le retrouve à la gare suivante. Enfin, le Merlin en plus. Il s'appelle Merlin, comme par hasard. Voilà. Donc c'est une sorte de personnage finalement qui est assez inquiétant au final. Pourtant au départ c'est plutôt un personnage bonhomme. Et voilà, donc c'est un procédé narratif pour faire causer Ventura un peu contre son gré, parce que des fois il se détend, alors il raconte un peu, puis après il fuit, l'autre lui pose des questions, l'autre raconte, etc. Donc il y a une relation dynamique entre les deux personnages. Et là, la planche qu'on a sous les yeux, c'est cette fameuse scène où Jean-Claude Carrière, le scénariste, qui a scénarisé Un papillon sur l'épaule et qui a aussi scénarisé beaucoup de films que vous connaissez, La piscine par exemple avec Delon. Jean-Claude Carrière passe dans la salle de torture de Lino Ventura. Lino Ventura aimait bien recevoir les scénaristes et leur poser des questions avant d'accepter le rôle. Et il ne laissait rien au hasard, il fallait qu'il soit totalement convaincu, sinon c'était pas la peine, il disait non. Il a refusé un nombre incalculable de rôles. Il a refusé de jouer dans Rencontre du troisième type, par exemple. Il a refusé de jouer le rôle de Truffaut dans Rencontre du troisième type. Il a refusé de jouer le rôle de Noiret dans Le vieux fusil. Il a refusé de jouer le rôle de Depardieu dans La chèvre. Oui, normalement, c'est pas Depardieu, c'est Ventura. Bon, je pense que ça n'aurait pas rendu tout à fait de la même manière, mais il ne supportait pas Pierre Richard, Ventura, parce qu'il était trop bande dessinée, sûrement. Parce que, quelque part, Pierre Richard, c'est un personnage de BD, c'est Gaston Lagaffe un peu. Donc il dit, je ne me vois pas supporter les mimiques de Pierre Richard pendant tout un tournage. Et donc, on voit bien que lui, il ne choisissait des rôles que quand ces rôles étaient parfaitement compréhensibles dans son système et qui, quelque part, lui permettaient de jouer ce rôle de personnage un peu qui se tait, qui vous regarde et qui impose quelque chose d'assez mystérieux. Et dès qu'on essayait de lui faire jouer autre chose, il ne voulait pas. Et donc cette scène, Jean-Claude Carrière est un des seuls scénaristes qui a réussi à doubler Lino Ventura dans la chicane en lui vendant un scénario auquel il ne comprenait pas tout. Et c'est le scénario de Un papillon sur l'épaule. Donc Ventura lui dit, mais je ne comprends pas, dans votre film, le personnage a une valise. Et tout au long du film, il se trimballe avec cette valise et c'est l'enjeu du film. En fait, c'est un peu une sorte de parodie de film d'espionnage. Enfin, pas de parodie, mais il y a quelque chose d'un film d'espionnage là-dedans. On cherche à lui piquer sa valise, il y a quelque chose dans la valise et il y a toute une histoire autour de cette valise. Et il dit au scénariste, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette foutue valise? Enfin, il veut comprendre, en fait, parce qu'il a un esprit très cartésien et il ne veut pas s'engager dans un film s'il n'a pas compris tous les tenants et tous les aboutissants. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Et Carrière lui répond, dans la valise, il y a le scénario. Et donc, normalement, là, c'est au revoir, monsieur, et c'est fini. Surtout qu'il n'aime pas trop ce genre de... Et il le regarde, il fait, je pige pas, mais j'accepte. Et ce qui fait que c'est... Enfin, pour Stéphane et moi, c'était vraiment le film le plus... qui nous a vraiment le plus fasciné dans sa filmographie. Parce que quelque part, il perd un peu le contrôle. Et... Il est complètement paumé dans le film. Il est paumé dans le film, ouais. Il ne comprend rien, ça se voit à l'écran, mais c'est assez... Mais le film est extraordinaire. Pour moi, je me suis dit, on dirait du David Lynch. Ouais. C'est incroyable. J'ignorais complètement l'existence de ce film. Et c'est vrai qu'il est
injustement méconnu, parce que c'est une pépite. Enfin, il y a un truc assez impressionnant dans l'écriture. Ouais, le scénario est extraordinaire, et puis c'est assez agréable d'être perdu avec Lino Ventura. Enfin, moi, j'aime bien les films où de toute façon on se perd. Enfin, on comprend pas tout. Ça fait partie du frisson qui est agréable à ressentir. Et là, c'est le cas. On est paumé. C'est parfait pour finir. Non, est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Alors à ce moment-là, on va peut-être, on va remercier Arnaud Le Gouët-Fleck, Stéphane Ouary. Merci Ronan. Et Julien Magnani d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et on remercie le Forum des Images de nous accueillir. Voilà. Merci beaucoup. J'aurais voulu l'avoir terminé dans les temps, mon dessin, mais bon. Si. On commence à comprendre un peu l'idée. Termine. Oui, et puis comme ça, là, on voit les deux en même temps. Là, ça ne pas non plus. Et puis on repasse prendre les copies demain. Hein. Non, merci beaucoup. Merci Ronan. Merci à vous. Merci.